Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour de France de vos bassins, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais entamer une série de 3 vidéos qui vont être dédiées surtout aux débutants. Dans ces vidéos, nous allons voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir avant de débuter la réalisation d'un bassin afin d'éviter le maximum de problèmes. Dans cette première partie, nous allons donc aborder les sujets suivants: la réflexion, le coût, l'emplacement du bassin, la population, les plantes. Nous verrons une approche sommaire des différentes structures ainsi que de la filtration. La deuxième partie, elle sera dédiée à 100% aux structures et la troisième aux filtrations. Avant de se lancer et de foncer tête baissée dans le début de la réalisation de votre bassin, il est impératif de bien étudier votre projet. En effet, plusieurs éléments sont à prendre en compte avant de commencer. Le coût, il va dépendre en fait des éléments suivants. Effectivement, selon sa taille, son emplacement, le type de bassin, sa population, sa filtration, l'équipement, etc., etc., le budget de votre bassin risque de passer de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Donc il est impératif de bien se renseigner avant. Il faut penser également, en plus de ça, au coût en électricité, en nourriture et en eau. Il n'y a pas que le remplissage en fait qui a un coût. Je vous le dis souvent dans mes tutos, pensez chaque semaine à faire un renouvellement de 10% environ de l'eau de votre bassin. C'est très important. Attention également, le coût de votre filtration pourra représenter jusqu'à la moitié du budget total de votre bassin, suivant la taille. Pareil, pensez bien à étudier votre projet là-dessus avant. Je vois trop de gens qui vont commencer un bassin, le bassin une fois terminé, vont réaliser qu'en fait ils n'ont plus assez de sous pour financer la filtration, qui est une part très très importante dans votre bassin. J'attire également votre attention sur un point. Selon la taille de votre bassin, il faudra peut-être une autorisation de travaux ou un permis de construire, et cela suivant les communes. Sauf erreur de ma part, il me semble qu'en Belgique il n'y en a pas besoin, mais en France aussi. Allez donc vous renseigner au service urbanisme de votre mairie. La population. Il est important également d'avoir en tête le type de population que vous voulez mettre dans votre bassin. Effectivement, un poisson rouge, une coille, un esturgeon vont pas avoir les mêmes besoins, que ça soit en taille ou en filtration. Donc réfléchissez bien avant d'introduire une de ces espèces dans votre bassin. Vous pouvez mettre également différents types de poissons, certains s'entendent même très bien, comme les poissons rouges et les coilles par exemple, mais moi j'éviterai, car vous allez vous retrouver rapidement en surpopulation. Le poisson rouge est une espèce qui se reproduit très facilement et très rapidement. Pour rappel, un poisson rouge a besoin de 100 litres d'eau minimum. Une coille, elle, aura besoin de 5 mètres cubes d'eau pour la première coille et 1 mètre cube d'eau par coille supplémentaire. Je vous remets le lien de mon tuto que j'avais produit précédemment. Le nombre de poissons dans un bassin, c'est juste au-dessus. Je voudrais aussi vous parler d'un poisson où je lis parfois, où je vois certaines vidéos qui parlent de la tanche de Mongolie, en disant que c'est un poisson à avoir dans son bassin, car c'est un poisson docteur. En fait, c'est plus un mythe qu'une réalité. Il n'y a aucune étude scientifique qui l'a prouvé. L'emplacement. Selon le dénivelé de votre terrain, chose très importante, il faudra également réfléchir à son implantation par rapport à la maison, à la végétation déjà présente et à son exposition au soleil. Un bassin exposé plein sud aura l'avantage d'être mieux chauffé par le soleil l'hiver, mais il faudra le protéger l'été des fortes chaleurs. Pensez dans ces cas-là à implanter des végétaux qui protégeront votre bassin l'été et qui participeront à l'aspect visuel de votre jardin. La dénivellation du terrain peut faire exploser les coûts de fabrication de votre bassin. Il sera effectivement moins coûteux de réaliser un bassin sur un terrain plat que sur un terrain en pente. Là, vous serez donc obligé de remodeler votre terrain ou d'y monter des murs. Il faudra également éviter de placer votre bassin dans une cuvette au fond de votre jardin,
afin d'éviter que les eaux de pluie et de ruissellement ne viennent charrier en fait des saletés, des pesticides dans votre bassin. Encore autre chose, au niveau de l'emplacement, avoir un bassin à côté de la maison aura deux avantages. La première, c'est que vous n'aurez pas à aller très très loin pour y mettre l'électricité. Et la deuxième, vous pourrez admirer votre bassin plus aisément. Sa forme. Pour un bassin, toutes les formes sont envisageables, mais privilégiez les formes rectangulaires ou arrondies qui seront plus simples à réaliser et à filtrer. Évitez donc les formes trop bizarres pour garder en fait une bonne circulation de votre eau. Le bassin pourra être au niveau du sol ou surélevé, et dans ces cas-là, vous pourrez même y implanter une vitre pour profiter ainsi donc d'une vue imprenable sur vos poissons. Sa structure. J'approfondirai ce sujet dans la deuxième partie, là je vais vraiment l'aborder sommairement. Plusieurs matériaux s'offrent à vous pour la réalisation de votre bassin. Les bassins préformés, dits en coque, sont souvent utilisés pour les petits bassins. La bâche, quant à elle, qu'elle soit en PVC ou en EPDM, sera utilisée pour les plus grands. Mais bien sûr, d'autres solutions s'offrent à vous, comme les bassins en maçonnerie ou alors en structure en bois. Pensez également à prévoir l'électricité et un local technique pour les plus grands bassins. La filtration, c'est un vaste sujet, donc je l'approfondirai dans une troisième vidéo. Ici, je vais juste en parler sommairement. Il existe énormément de systèmes de filtration différentes. Elles devront être adaptées à la taille du bassin et à la population du bassin. Si la filtration n'est pas obligatoire dans un petit bassin bien planté, elle sera fortement conseillée, voire même obligatoire pour un bassin à coille. Votre filtration sera donc le poumon de votre bassin, donc ne lésinez pas sur ce poste. Le début de votre filtration va donc commencer par une pompe qui va aspirer en fait l'eau de votre bassin pour l'emmener à votre filtration. Cette pompe devra être adaptée au volume du bassin pour pouvoir y faire circuler à peu près l'intégralité de votre bassin en 1 heure. C'est-à-dire, à titre d'exemple, vous avez par exemple un bassin qui fait 1000 litres, il vous faudra en général une pompe capable de faire circuler 1000 litres par heure. Il existe 3 modes de circulation d'eau. Le mode pompé, le mode gravitaire et le mode semi-gravitaire. C'est pareil, je reviendrai là-dessus en détail dans la 3e vidéo. Pour des petits bassins, vous trouverez également dans le commerce des petits kits pompe plus filtre pas trop cher. Mais pour un gros bassin, il vous faudrait une filtration beaucoup plus grosse et performante. À cette pompe, vous pouvez également, si vous le désirez, coupler un stérilisateur UV. Il se place généralement entre la pompe et le filtre. Il a pour rôle d'éliminer les algues unicellulaires qui sont responsables de l'eau verte dans un bassin. Attention à bien respecter le volume d'eau admissible par l'UV. Je vous rappelle, si vous voulez, mon tuto sur l'eau verte à ce sujet, vous pouvez le retrouver ici. Il y a plusieurs types de filtration, la filtration mécanique et la filtration biologique, et énormément de filtres différents. J'approfondirai ce sujet également dans la 3e vidéo. Parlons plantes maintenant. Les plantes sont aussi très importantes dans la vie de votre bassin. Il en existe beaucoup et chaque type de plante aura un rôle différent. Vous avez des plantes filtrantes, oxygénantes ou ombrageantes. Elles participent au cycle de l'azote et réduisent les nitrates et phosphates du bassin. Attention cependant, si les plantes oxygènent le bassin la journée, elles en consomment énormément la nuit. D'où l'importance d'avoir un apport en oxygène via des cascades ou des bulleurs. Cela est encore amplifié en été quand la température du bassin grimpe. Je voulais attirer également votre attention sur un point très important. Je vois trop d'erreurs sur Facebook. Il faut impérativement faire attention avant de mettre vos premiers poissons dans le bassin. Il faut respecter une règle. Attendre environ 4 à 6 semaines avant de les mettre. Pourquoi ? Il faut attendre le cycle de l'azote et que le pic de nitrite soit passé. Pendant cette période, testez régulièrement l'eau du bassin. Je vous parlais tout à l'heure qu'il était fortement conseillé d'effectuer un changement d'eau d'environ 10% du volume du bassin par semaine.
Oui, mais pourquoi? En fait, le changement d'eau permet de retirer une partie d'eau chargée en nitrate, en phosphate, etc. et de remplacer une eau appauvrie en minéraux par les pluies et la consommation de ces minéraux par la filtration, par une eau riche en minéraux et faible en matière organique. L'eau de pluie déminéralisée n'est donc pas bonne et à éviter car chargée en poussière et en pollutions diverses suivant les régions. Cette eau retirée pourra servir à arroser votre jardin par exemple, c'est un très bon engrais naturel. Attention, on parle bien ici de retirer l'eau et pas un complément suite à une évaporation ou l'entretien d'un filtre. L'équipement. En plus de ce que nous avons vu précédemment, il est fortement conseillé d'avoir plusieurs accessoires en votre possession. Si l'équipement est moindre pour un petit bassin, certains objets seront indispensables pour un grand bassin à coille. Il est impératif également d'avoir de quoi tester son eau, d'avoir une épuisette, un bac de mesure ou un bol, un kit de premiers soins, etc., etc. J'avais fait un petit tuto à ce sujet il n'y a pas longtemps, je vous remets le lien juste ici. Je rajouterai également, si vous pouvez le prévoir, prévoyez une cuve ou un bac hôpital d'1 mètre cube minimum qui doit tourner en permanence pour ne pas avoir le cycle d'azote à refaire. Il existe également des bowls flexibles, bacs flexibles d'1 mètre cube jusqu'à 2 mètres cubes qui sont pas très excessifs. Voilà, la première partie de ce tuto est terminée. Vous pouvez également le retrouver en format PDF sur mon site internet. Je vous donne l'adresse www.bassinAAZ.fr. Vous allez à l'onglet PDF et vous allez retrouver bien sûr d'autres PDF et d'autres tutos. Vous avez des questions à poser au sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je tâcherai d'y répondre le plus vite possible. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit, et activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Je diffuserai la deuxième vidéo dans à peu près 15 jours et la troisième partie un peu plus tard. Avant de nous quitter, je voudrais remercier chaleureusement les 2 personnes qui m'ont aidé à préparer ce tuto. Je remercie donc Cédric et Michel Dardenne pour leur aide précieuse. Quant à moi, je vous dis à bientôt, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye!